Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir pris sur votre temps de soirée et donc votre temps de famille pour parler des enfants, des vôtres et aussi des enfants des autres. Ce que je vais faire, c'est essayer de faire une présentation pas trop théorique. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas fan des approches académiques. Et puis, effectivement, on va essayer de ménager du temps pour des discussions. Toutes les questions que vous poserez, qui seront des questions cruciales à l'instant T, je les prendrai au moment où vous les posez. Toutes les questions d'ordre plus général, je les prendrai ensuite. Peut-être deux petits mots pour me présenter. Je m'appelle Olivier et j'ai une double casquette. J'ai une casquette d'ergonome d'une part et une casquette de posturologue d'autre part. Ça, c'est des termes un peu techniques. Mon gagne-pain, grosso modo, c'est ça. J'imagine que vous reconnaissez un certain nombre de ces images de douleur. On reviendra sur quelques statistiques tout à l'heure. Mais quand je fais des conférences publiques ou en entreprise, j'ai plus que 9 personnes sur 10 qui reconnaissent ces choses-là. Ces choses-là, ça s'appelle troubles musculo-squelettiques quand on veut faire l'intellectuel. Sinon, ça s'appelle mal de dos, mal de nuque, mal d'épaule, mal de genou et mal de ce que tu veux. Ces choses-là, c'est un problème sociétal actuel qui m'a amené, si vous voulez, à énormément travailler avec les entreprises. Alors les entreprises, parce que c'est là où il y a des conséquences qui sont sévères en termes d'absentéisme, etc. Mais c'est aussi là parce qu'on trouve des adultes et que, comme c'est des troubles d'accumulation, ben, ils ont tendance à se déclarer avec l'âge. Mais je nuancerai ce propos dans probablement 2 slides ou 3 slides. Aujourd'hui, mon plus gros client, c'est en Suisse l'assurance invalidité. À l'assurance invalidité, sur 10 dossiers, j'en ai 2 qui sont des accidents. Donc ça, c'est les choses de la vie, ça arrive. Et il y en a 8 qui sont des problèmes d'usure, d'accumulation. Il y en a 4 qu'on ne peut pas opérer. Et il y en a 4 qu'on a essayé d'opérer et ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, si vous voulez, le message que je souhaite vous donner ici, vous transmettre ici, pardon, c'est qu'on parle de choses qui sont comme ça en rouge et blanc assez jolies, mais qui sont des drames personnels, des drames individuels, des drames familiaux également, et que finalement, à force d'en parler dans le monde des adultes, et à force de me rendre compte que chaque fois, il y en avait un dans l'audience qui levait la main et qui me disait Olivier, pourquoi tu ne vas pas enseigner dans les écoles? Ben, j'ai fini par me résoudre à parler aux écoles, et c'est la raison de ma présence ce soir. C'est également la raison d'avoir fait le TED à l'été en juillet, que vous pourrez retrouver sur mon YouTube sans aucun problème. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre en place un peu un écosystème de prestations. Les caractères sont petits là, donc je vais vous décrire un petit peu les trois routes. La route qui vient depuis l'en haut, c'est la route des prestations qu'on mène en entreprise, hein, des prestations qui ont tout trait aux conditions de travail, au comportement ou aux stratégies de santé au travail. Celle qui vient de gauche, c'est la stratégie à la maison. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas acheter un canapé qui nous pète le dos? Comment est-ce qu'on fait le télétravail? Comment est-ce qu'on fait, etc. Puis la route qui vient du bas, c'est celle qui nous occupe ce soir. C'est de dire, écoute Olivier, tu es bien gentil à intervenir chez les adultes, mais quand tu essayes de réparer le dos de quelqu'un qui a 55 ans, au final, tu interviens 40 à 50 ans trop tard. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'essayer de corriger les mauvaises habitudes des adultes, mais si tu te fatiguais un peu pour donner des bonnes habitudes aux enfants, là, il n'y aurait pas besoin de faire tout ça un demi-siècle plus tard. Et donc, si vous voulez, j'essaye de mettre en place un écosystème de prestations qui toutes visent à la même chose, qui toutes visent à participer à ma petite échelle à une société où on a moins mal en travaillant sur ces 3 domaines de notre vie, travail, maison et école. Aujourd'hui, j'ai des clients un petit peu partout sur la planète. J'étais hier en conférence avec un type que je soigne qui est en Iowa. Puis la semaine dernière, j'ai fini le traitement d'un type qui est au Vietnam. Donc, vous voyez, entre ces très à gauche et très à droite, finalement, on n'a pas besoin d'être physiquement avec les gens pour changer leur vie. Voilà, alors, maintenant, essayons de comprendre un petit peu le problème, de le décortiquer, et puis petit à petit, je vous emmènerai vers la solution. Aujourd'hui, si vous voulez, je propose aux entreprises ce qu'on appelle des questionnaires musculo-squelettiques pour faire un petit peu l'état des lieux sur qui a mal où. Et vous voyez qu'en grosso modo,
il y a 9 personnes sur 10 qui disent « l'an dernier, j'ai eu mal quelque part ». Et que on a plus de 2/3 des femmes qui ont mal à la nuque, presque la même chose sur les hommes, la moitié des hommes comme des femmes ont mal au lombaire. Donc quand je vous dis c'est quelque chose qui touche tout le monde, c'est pas une blague, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. C'est la première cause d'absentéisme dans les entreprises. En Suisse, on estime que c'est responsable de 40 à 45% de l'absentéisme. Alors maintenant, la question qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'au cours des 12 derniers mois, tu as eu mal à la nuque, au dos, au coude, au poignet, etc., etc. On peut avoir un peu mal, on peut avoir très mal. C'est pour ça que la question d'après, c'est au pic de ta douleur, c'était quoi l'intensité? Et le graphe qui en ressort, c'est celui-ci. Alors là, les chiffres sont petits à nouveau, mais vous voyez, la flèche rouge, elle est au niveau des douleurs qui sont ressenties ou décrites comme au moins 7 sur 10. Pourquoi est-ce que je prends 7 sur 10 comme seuil? Parce que quand vous avez mal quelque part à un niveau que vous évaluez à 7 sur 10, d'une part, vous vous posez la question de s'il faut consulter, d'autre part, vous vous posez la question de si vous allez aller au boulot. Donc, si vous voulez, c'est un peu le seuil critique en dessous duquel, bon, je fonctionne plus ou moins, j'essaye encore d'y aller, et au-dessus duquel, là, ça va commencer à mal tourner. À 7 sur 10, on a 43% de l'échantillon que j'ai. C'est-à-dire que 4 personnes sur 10, 43 sur 100, ont une fois dans l'année au moins mal 7 sur 10. Donc, ce n'est pas tous des chochottes, vous voyez. C'est un problème qu'on peut retrouver dans toutes les professions. Là-dedans, il y a plein de gens qui travaillent sur écran. On pourrait se dire que les charges physiques sont plutôt légères. Ben non. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans les crèches, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie, il y a aussi des maçons, certes, mais il n'y a vraiment pas que des professions physiques dans cet échantillon-là. Donc, vous voyez, le problème, il est répandu, mais les douleurs sévères sont également répandues. Ça, c'est chez les adultes. On peut se poser la question de ce qu'il en est chez les enfants. Et là, ce n'est pas des études que moi j'ai menées, c'est des études qui sortent de la littérature, que j'ai citées dans la conférence TED. Quand on demande à des jeunes de 10 à 19 ans, des classes plutôt aisées, hein, donc des gens qui ont un bon accès tant au système de santé qu'aux écrans et compagnie, est-ce que tu as eu mal à la nuque le mois dernier? Il y en a 1 sur 2 qui vous disent ouais. Et puis il y en a 30% qui vous disent ben, j'ai mal tout le temps ou quasi tout le temps. Et si vous voulez, ces douleurs-là, de façon générale, elles n'ont pas tendance à s'améliorer avec l'âge. Donc quand vous avez 30% des jeunes qui ont mal, on peut s'attendre à ce que les chiffres que je vous ai montrés chez les adultes soient bien pires d'ici une génération. Ce qui correspond non seulement à autant de drames personnels, mais ce qui, à mon sens, est également une menace sur l'employabilité et sur les finances publiques. Plus on a de gens qui sont en arrêt maladie, moins on a de gens qui payent la retraite, pour la faire simple. D'accord? Ça, c'est mes considérations un peu capitalistes, mais elles sont importantes aussi quand on parle aux décideurs politiques. On a déjà des signes que la situation va plutôt de mal en pis. Regardez, la Ligue suisse contre le rhumatisme a publié 2 rapports à 9 ans d'intervalle, un en 2011, l'autre en 2020, en demandant aux 16-29 ans, appelons ça les jeunes adultes, qui avaient mal au dos chaque semaine. Et la proportion de jeunes adultes qui lui a mal au dos chaque semaine a bondi de 50% en 9 ans. À plus 50% tous les 9 ans, on est sur un phénomène exponentiel, c'est-à-dire sur une bombe à retardement, une bombe de santé publique. Donc, s'il était nécessaire de le faire, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour vous convaincre, ou finir de vous convaincre que c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse, que l'on ait une fibre, j'allais dire business, ou que l'on ait une fibre humaniste, peu importe. Tout le monde a une bonne raison de s'intéresser à cette problématique-là. Maintenant qu'on a compris qu'elle touchait tout le monde, donc j'imagine vous aussi, hein, statistiquement, je vois pas comment vous pourriez y couper tant que ça. Essayons de comprendre de quoi il s'agit. Pour comprendre de quoi il s'agit, je crois qu'il faut bien vous dire que dans la vie, vous n'avez que 2 façons de vous faire mal.
Soit vous tombez dans l'escalier, ça s'appelle un accident. Bon, ça arrive, c'est la vie. Et quand on vous soigne suite à un accident, dans la mesure où les causes font partie du passé, il suffit de soigner les symptômes. Soit, si vous n'avez pas un accident, vous souffrez de quelque chose qu'on appelle l'accumulation. Certains vont parler d'usure, j'aime pas trop le mot usure, parce que usure a une couleur fataliste, appelons ça comme ça. C'est-à-dire quand on parle d'usure, on dit c'est trop tard, je suis usé. Je vais essayer de vous montrer que c'est pas trop tard. Mais si vous voulez, la deuxième façon de se faire mal, c'est ce qu'on va appeler l'accumulation. Et ce qui caractérise l'accumulation, c'est qu'elle fait partie de notre quotidien. L'accumulation est alimentée par nos habitudes. Donc quand vous allez chez le physio, chez l'ostéo, chez le médecin pour faire une IRM parce que vous avez mal, les causes n'ont pas du tout disparu de votre quotidien. Et en termes de traitement, ça c'est important, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement s'occuper des symptômes, mais qu'il faut aussi s'occuper des causes qui continuent à polluer votre quotidien. L'image que j'aime donc bien prendre, c'est l'image d'un verre qui déborde. Le verre, c'est ce que vous voulez. C'est votre poignet, c'est votre coude, c'est votre septième cervical, c'est votre genou, on s'en tape. Peu importe, ça dépend du raisonnement clinique qu'on est en train d'avoir. Et l'image du verre, elle dit quoi? Elle dit, il ne se passe rien jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ouais. Tant que je suis en dessous du bord du verre, je fais n'importe quoi, mais je ne m'en rends pas compte parce que le verre a une capacité d'absorption. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre quand on parle des jeunes. Les jeunes n'ont pas forcément mal parce qu'ils sont éventuellement sous le bord du verre, mais ça ne veut pas dire que le robinet n'est pas grand ouvert. Et donc, quand ils arrivent là-haut, ça déborde avec toute la puissance du robinet grand ouvert. Ouais. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de confondre le problème avec la dernière goutte. La dernière goutte, c'est le dernier truc qui s'est passé. Là, je parlais récemment avec un policier qui me venait de l'aide, justement. Il me dit, Olivier, tu ne peux pas imaginer. J'étais sur la terrasse, j'étais en train de rien faire, je buvais juste une bière et paf, ma jambe, elle a lâché. Comme ça, il a un disque qui a explosé. Alors, je sais qu'à Fribourg, on a des grosses bières, mais ouais, en termes de port de charge, on peut quand même faire mieux, quoi. Donc, si vous voulez, c'est ça le truc de la dernière goutte. Vous prenez une bière et pof, vous avez un disque qui lâche. Bon, très honnêtement, c'est pas la bière qui vous a fait péter le disque. C'est le disque, il était bien prêt. Ça, c'est tout ça le paradigme de l'accumulation. Aujourd'hui, vous êtes virtuellement face à un type qui vous parlera d'accumulation en termes de biomécanique. Et finalement, dans 15 jours, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un qui vous parle d'accumulation en termes psychologiques, dont les conséquences vont s'appeler burn-out. Et en termes de burn-out, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que vous vous prenez la tête une fois avec votre chef que vous partez en maladie. C'est parce que ça va pas fort à la maison, que vous prenez la tête avec votre chef, que votre banquier vient de vous envoyer un mail et que vous venez de retrouver votre fils en garde à vue. D'accord? C'est cette accumulation-là qui fait que le verre déborde. Et puis, ce qui me paraît particulièrement important de prendre comme image dans le milieu de l'enfance, c'est que finalement, l'accumulation, on la gère très bien à propos d'une autre problématique de santé publique, qui est simplement l'hygiène bucco-dentaire. Les caries sont aussi un problème d'accumulation. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école depuis X temps, et à l'école et à la maison, etc. Et je reviendrai sur cette harmonie entre l'école et la maison. Ce qu'on apprend aux jeunes enfants, c'est écoute, si tu ne veux pas avoir de caries, d'une part, tu ne dois pas manger trop de sucre, d'autre part, tu dois brosser les dents. C'est-à-dire, d'une part, tu dois fermer le robinet, d'autre part, tu dois actionner la paille. Et c'est important qu'on apprenne qu'il ne faut pas manger trop de sucre. On n'a pas interdit le sucre, banni le sucre, loin s'en faut. Ouais. On a dit, écoute, essaye de maîtriser un peu le truc, mais de toute façon, le robinet goûtera toujours un peu. Et comme le robinet goûtera toujours un petit peu, il faut une paille qui est proportionnée au débit du robinet, de sorte à ce que tu saches contrôler le niveau dans le verre. Ouais. Et plus le verre est petit, plus il débordera, c'est la vie, plus il débordera facilement, mais tant que tu réussis à gérer cet équilibre robinet-paille, ça devrait aller pas trop mal. Un petit coup d'hygiéniste ou de dentiste en fonction du pays dans lequel vous êtes tous les ans, et on est bon. Ouais. Aujourd'hui, on a super bien avancé dans le domaine dentaire, dans le domaine biomécanique. Dites-moi ce qu'on fait pour parler de robinet et de paille. Vous voyez, la paille en matière de dents,
c'est se brosser les dents 3 minutes 3 fois par jour, soit 9 minutes par jour. Donc vous brossez le dos, la nuque, les épaules, combien de temps par jour? Oui, rien du tout, que dalle. Donc on a le même problème, mais on a des maturités sociétales, on va dire, qui sont diamétralement opposées entre les deux problèmes. Et essayer de combler ce fossé est la raison de mon engagement au quotidien. Quand on veut gérer l'accumulation, ben finalement, on doit faire comme avec les dents. On doit, comme je vous ai dit, fermer le robinet. C'est pas le serrer, hein, c'est juste réduire le débit. On doit actionner la paille. Et puis, éventuellement, on peut aussi se poser la question de est-ce qu'il ne faudrait pas faire grossir le verre? Mais faire grossir le verre, ce n'est pas la première priorité, c'est la dernière priorité. Pour vous donner l'analogie en matière dentaire, l'analogie, ça serait, écoute, si tu ne veux pas avoir de caries, il faut que tu prennes du fluor. C'est quand exactement la dernière fois que vous avez pris du fluor? Il y en a un peu dans le dentifrice, mais c'est epsilon. Vous voyez, la prévention des caries dentaires n'est pas basée sur l'absorption du fluor. Bon, bah, de même, la prévention des troubles musculo-squelettiques ne devrait pas être basée sur aller au fitness. Hein, d'autant que le fitness prend beaucoup de temps, une demi-heure, 1 heure par jour, et qu'on est tous des gens occupés. Si vous aviez une demi-heure, 1 heure par jour dispo, elle serait déjà utilisée à autre chose. Ce que je vais essayer de vous montrer au cours de la soirée, dans les slides que j'ai, mais en répondant à toutes les questions que vous avez également, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien qui ne prennent pas de temps et qui permettent tant de fermer le robinet que d'actionner la paille. Voilà un petit peu mon ambition pour ce soir. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer ce que c'est que ce robinet, et puis on va essayer de se projeter dans la vie d'un enfant pour comprendre comment est-ce qu'on peut fermer son robinet quand il est enfant, mais aussi les graines de robinet qu'il plante pour quand il sera adulte. Ouais. Le robinet, c'est la combinaison de 4 facteurs. C'est la combinaison de ce que vous faites, dans quelle posture, pendant combien de temps, et dans quel état psychologique. Je les prends dans le ordre. On va commencer avec l'état psychologique, et j'en parlerai pas beaucoup plus pour ce soir parce que je suis mécanicien. L'état psychologique, si vous voulez, c'est toujours la rencontre d'une situation avec une personnalité. C'est pas que la situation qui vous stresse, c'est comment vous vous positionnez par rapport à cette situation. Et en matière de stress, il y a une règle d'or qui est moins t'es stressé, mieux tu te portes. Ouais. Du coup, puisque le stress provient de la situation et de la personnalité, vous n'avez que 2 avenues pour gérer le stress. Soit vous travaillez sur les situations, soit vous travaillez sur la personnalité. Travailler sur les situations, c'est les rendre moins fréquentes et moins stressantes, donc fréquence et magnitude. Travailler sur la personnalité, grosso modo, je vous la fais courte, hein, mais si vous regardez la littérature sur le stress et compagnie, c'est toujours apprendre à relativiser, c'est-à-dire se poser la question, c'est quoi l'impact réel? Ouais. Voilà, en 2 mots, la perspective d'un mécanicien sur le stress. C'est pour ça que j'ai fait mon métier de l'autre partie. La partie mécanique, c'est donc posture, activité, jeu. Posture, c'est quoi? Posture, c'est dire, c'est ce que vous faites avec chaque muscle et articulation du corps. Et là, il y a quand même un piège. Parce que vous voyez, il y a une double utilisation du mot posture dans le langage courant. Il y a 5 postures de base. Vous pouvez être assis, debout, couché, à 4 pattes, à genoux. Ça, c'est 5 postures de base. Donc là, je suis debout. Mais là, je suis différemment debout, puisque j'ai plié le coude. Ouais. Donc, vous voyez que, alors que je suis debout, dans les 2 cas, je ne suis pas dans la même posture. Donc, il y a cette ambiguïté sur le terme posture. Certains l'utilisent comme décrivant les 5 postures de base. D'autres, comme moi, l'utilisent en disant c'est ce que tu fais avec chaque muscle et articulation de ton corps. Donc, soyez conscients de ça. Donc, dans le cadre de cette discussion qu'on a ce soir, ce qu'on appelle posture, c'est la photo de ce que vous faites avec chaque muscle et articulation, les longueurs, les angles. Donc, je regarde si vous êtes debout comme ça ou comme ça. Et ensuite, je regarde si vous êtes debout comme ça ou comme ça. C'est-à-dire avec quel état de tension vous êtes. Cet état de tension, je l'ai mis dans l'activité. Parce que ce qui crée la tension, c'est les efforts physiques, les chocs et les vibrations. D'accord? Les efforts physiques, c'est typiquement porter votre enfant si vous le mettez au lit. Les chocs, c'est travailler au marteau-piqueur. Non, ça c'est des vibrations. Les chocs,
c'est... non, pardon, c'est choc et vibration, et puis le troisième, c'est le 3. D'accord? Donc, choc et vibration, c'est jogging sur l'asphalte, c'est travailler au marteau-piqueur, c'est avoir les suspensions cassées sur la voiture et compagnie. Et le froid, c'est faire Paris New York avec la bouche de clim sur la nuque. Vous arrivez, la nuque est toute raide. Donc, je regarde si vous êtes comme ça ou comme ça, si vous êtes comme ça ou comme ça, et ensuite, je regarde pendant combien de temps vous imposez ça à votre corps. D'accord? La règle de la mécanique, c'est que vous avez le droit de prendre un seul risque à la fois. Vous avez le droit de vous tenir n'importe comment, mais pas pendant longtemps, ni en portant un piano. Vous avez le droit de porter un piano, mais il faut être dans une super posture et ça doit durer une demi-seconde sur votre vie. C'est-à-dire que finalement, en termes de mécanique, ce qu'on cherche à faire, c'est on cherche les cocktails, ce que j'ai appelé les cocktails toxiques. C'est-à-dire quelles sont les postures pas saines que vous prenez fréquemment ou pour des durées prolongées. Quelles sont les postures pas saines que vous prenez quand vous faites un effort physique ou vous subissez des chocs de vibration. Et quels sont les efforts prolongés ou fréquents que vous faites. Ouais, c'est ça qu'on cherche en mécanique. Et à côté de ça, on cherche à limiter le stress. Maintenant, il faut être bien conscient qu'il y a un certain nombre de dogmes qui circulent dans le domaine, et qu'un de ces dogmes, c'est oublie toutes ces histoires de posture. La bonne posture, c'est la suivante. Ce qui compte, c'est le mouvement, c'est la santé, etc. Dites-moi, mes amis, si le mouvement, c'était la santé, comment est-ce que vous expliquez que les femmes de ménage aient mal au dos? Regardez ça. Vous voyez, ce type-là, imaginez qu'il fait un quart d'heure de chaque. Vous voyez bien que son dos, le soir, ça va quand même pas fort. Alors qu'il a beaucoup bougé, il a fait un quart d'heure de chaque. Pourquoi? Parce que on confond les deux sens du mot posture. Si on prend la posture au premier sens, il bouge beaucoup, il change beaucoup d'activité, donc il bouge beaucoup son corps dans son ensemble. Mais je vous ai dit, la posture, c'est ce que vous faites avec chaque muscle et articulation de votre corps. Donc maintenant, on va oublier le corps, et vous n'avez le droit de regarder que les lombaires de ce type-là. Si vous regardez que ces lombaires, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des lombaires qui sont avachis pendant une durée prolongée. Et ça, c'est ce qu'on vient d'appeler un cocktail interdit. Ouais. Donc, vous m'entendrez jamais dire que le mouvement sert à rien, il ne faut pas exagérer. Mais le mouvement, s'il est nécessaire, n'est en tout cas pas suffisant. En d'autres termes, ce n'est pas alterner entre des postures pourries toute la journée qui fera que vous êtes en bonne santé le soir. Ouais. Donc, oui, bouger, mais pas que. Et ça me permet de répondre, mais on pourra en discuter plus avant si vous voulez, aux questions qui sont couramment sur et qu'est-ce que tu penses des ballons, qu'est-ce que tu penses des coussins ci, des coussins ça, et des machins, et des trucs, et tous ces machins qui permettent de bouger tout le temps. Là, ça dépend comment tu bouges. Ce que j'aimerais du coup faire maintenant, c'est recentrer le débat sur la question de la posture assise, qui est chez les enfants comme chez les adultes, une thématique importante. Ce qu'on va faire, et je pense que ça sera utile pour vous tous aussi, c'est essayer de comprendre ce que c'est qu'être bien assis, et ensuite, on va comparer ça avec la situation dans les écoles. D'accord? Pourquoi je choisis assis? Parce que regardez la journée typique de vos enfants. Vous les emmenez à la voiture, en voiture à l'école, ensuite ils sont assis sur leur chaise d'école, ils sont assis le midi pour manger, ensuite vous les emmenez faire des loisirs, piano ou je sais pas quoi, ils sont à nouveau assis, puis quand ils sont fatigués de leur journée, ils vont s'asseoir sur le canapé. Donc vous voyez, en termes de posture et durée prolongée, là on a un bon candidat. Donc essayons de comprendre ce que c'est qu'être bien assis et ce qu'on peut faire pour aider nos enfants à bien s'asseoir. Avant ça, juste une chose sur les impacts. Vous voyez, cet enfant-là, il est assis, avachi, et vous voyez que le fait qu'il soit avachi a mis ses épaules et sa tête vers l'avant. Ça, c'est une source de tension dans la nuque et les épaules, mais c'est également une source de compression du système lymphatique. Système lymphatique qui est impliqué dans votre système immunitaire, enfin dans votre réponse immunitaire. D'accord? Donc, à l'heure où on essaye de vacciner les enfants à tout va, j'aimerais quand même que chacun prenne conscience que là,
vous avez un vaccin qui marche sur tout. D'accord? Décompresser le système immunitaire permet d'améliorer la réponse immunitaire de nos enfants. Gardez ça en tête. Par ailleurs, dans cette position-là, vous voyez que ses poumons sont compressés, donc il a moins d'air, donc c'est grosso modo un verre qui est plus petit. Il est en train de s'exploser les disques en bas. Et puis, ce qu'on observe beaucoup, c'est que tout ça a un impact important sur votre langage non verbal et du coup sur votre relation à autrui et sur votre perception de vous-même. Donc, vous voyez, la posture, c'est pas que l'histoire de mécanique, ça a des impacts psychologiques importants également. Il y a des études intéressantes qui ont été mises en place dans les écoles où on a observé que, si vous voulez, les enfants qui gigotent en permanence sur leur chaise sont moins, on va dire, engagés dans la conversation. Parce qu'on ne peut pas se concentrer et sur ses fesses et sur son prof à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a mal quelque part, on est concentré sur là où on a mal, et du coup, on déconnecte du cours. Et donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'inconfort postural est lié à une baisse de performance, que ce soit une performance sur l'apprentissage ou une performance sur l'exécution des tâches. Donc, en fait, quand vous avez un enfant qui est, et c'est la même chose pour un adulte, qui est inconfortable dans son corps, ben, tout se passe moins bien. Et ce que je vais vous montrer, c'est que le mobilier scolaire participe à créer des mauvaises postures chez les enfants et par conséquent participe à une baisse de leur performance scolaire, ce qui est quand même un petit peu paradoxal pour l'école. Ouais. Donc, on y va. Je fais grandir un peu ma caméra, comme ça vous voyez mieux ce que je fais. Et puis, ce que je vous suggère, c'est qu'on fasse cette démo tous ensemble. Je vais passer la caméra de l'autre côté et on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est que d'être bien assis. Voilà. Regardez. Finalement, si je regarde la réaction de mon corps sous l'effet de la gravité, c'est toujours la même. C'est ça. La gravité vous emmène toujours en dos rond. Et en dos rond, il va se passer 3 choses. La première chose qui va se passer, c'est que regardez, quand je fais le dos rond, vous voyez sur ma caméra qu'il y a le disque qui sort. Ça augmente la pression sur le disque et donc ça augmente le risque d'hernie discale. Deuxième chose qui se passe, c'est ce qu'on a vu avec l'enfant. Regardez ma nuque et mes épaules. Quand je m'avachis, j'ai la tête et les épaules qui partent vers l'avant, ce qui va être une source de tension dans la nuque et les épaules. Pourquoi ça part vers l'avant? Bêtement parce que le milieu de mon dos est parti derrière. Donc si quelque chose part devant, il y a bien autre chose qui doit compenser en partant devant. Et puis troisième chose, comme on a vu, ça compresse les poumons. Donc, j'ai pas envie de partir comme ça. D'accord? L'objectif principal d'une chaise, c'est de m'aider à ne pas partir dans ce sens-là. Maintenant, soyons clairs, la chaise ne devrait pas non plus m'emmener dans l'autre sens, cambré, parce que quand je suis cambré, regardez ce qui se passe avec mes vertèbres, je vais poser mon poids cartilage sur cartilage, et donc accélérer l'usure naturelle du cartilage, qui s'appelle arthrose. On va tous avoir l'arthrose. La question, c'est à quel âge et avec quelle intensité. Là, vous accélérez le phénomène. Et par ailleurs, le dos creux, là, contracte énormément les petits muscles qui courent le long de la colonne vertébrale. Et par conséquent, ça alimente une tension musculaire qui est responsable typiquement des douleurs que vous ressentez ici. D'un côté et de l'autre. Donc vous voyez, le boulot de la chaise, il est de m'empêcher de faire ça, sans pour autant m'emmener là. Alors, essayons de comprendre ce que c'est que ce que je cherche à éviter. Ce que je cherche à éviter, ça, c'est finalement une rotation de mon bassin. Je cherche à éviter que mon bassin parte vers l'arrière. Bon, si je cherche à éviter que mon bassin parte vers l'arrière, il me faut un truc pour le tenir là. Si là, mon bassin est coincé, il ne pourra plus partir vers l'arrière. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être bien assis? Être bien assis, c'est réussir à avoir une poussée depuis le sol qui va me permettre de m'asseoir au fond du siège, là où mon bassin va rencontrer cette forme-là, qui sera ajustée à la bonne hauteur, de sorte à tenir ma ceinture,
Et quand ma ceinture est tenue, ainsi est mon bassin. Et là, c'est la chaise qui porte mon poids. Vous observez par ailleurs que mes épaules sont libres. Hein? Si je mets mes épaules dans la chaise, d'abord je creuse le dos, ensuite je me barre. Ouais? Donc bien assis, j'ai la ceinture qui est calée, et de là, c'est la chaise qui porte mon poids. Ça, c'est vraiment important. Donc, quels sont les éléments importants d'une chaise? Les éléments importants d'une chaise est qu'il me faut quelque chose sous les pieds pour avoir cette poussée. Par ailleurs, il faut que l'assise soit suffisamment courte pour me permettre d'atteindre ce dossier. Ensuite, il faut qu'il y ait un dossier et il faut qu'il soit même prévu dans sa forme pour soutenir ma ceinture. Et puis, dernier élément important, on va faire un test un petit peu dans le détail. On va essayer de se poser la question de c'est quoi la posture neutre du bassin. C'est-à-dire que je ne cherche pas seulement à le soutenir, je cherche à le soutenir dans une position où il est confortable. Et pour faire ça, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous proposer de vous asseoir sur les mains. Vous mettez vos paumes vers le plafond et vous asseyez sur les mains de sorte à sentir les os de vos fesses. Ouais? Là, je vais vous demander de vous avachir. Quand vous êtes avachi, vous voyez que les os de vos fesses sont passés devant vous. Vous roulez gentiment sur votre bassin, et il y a un moment où vous arrivez, vous avez pression max de vos fesses sur vos mains. Là, vous êtes au milieu, vous avez le dos plat. Et si vous allez trop loin, vous creusez le dos et les os des fesses passent derrière vous. Il suffit de revenir sur les os des fesses, et à nouveau, vous êtes au milieu. Donc la posture dans laquelle je cherche à soutenir mon bassin, c'est la posture où je suis sur les os des fesses. Et donc vous voyez que la chaise doit par ailleurs être souple, parce que si j'essaye de faire ça sur une chaise en bois, je me crame les fesses. Ouais. Il y a une autre façon de diagnostiquer le dos plat qui est particulièrement utile pour les enfants. C'est que quand vous êtes avachi comme ça, vous pouvez sentir dans le bas du dos, c'est un truc que j'ai expliqué dans le guide, ça aussi, il y a les vertèbres qui sortent. Donc en fait, c'est finalement un peu comme si on caressait un crocodile. Vous savez, il y a les écailles qui sortent comme ça. Et quand vous tournez sur votre bassin, pile au moment où vous arrivez sur les ischions, il y a les vertèbres qui disparaissent. C'est-à-dire que le crocodile était en dehors de l'eau, et sac, il est passé à fleur d'eau. Et ensuite, il plonge. Et donc, en fait, pour être bien assis, il suffit de faire disparaître le crocodile. Ouais. Si je viens depuis le dos creux, je le fais réapparaître et tout juste disparaître. Si je viens depuis le dos rond, je le fais disparaître. Et là, je viens caler ma ceinture. OK? Alors, reprenons notre présentation. Je fais juste le petit ajustement technique. Et je suis à vous tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc, bien assis, c'est finalement avoir les pieds par terre, sous les genoux, parce que si les pieds sont loin devant, je vous ai fait une démo un peu rapide, et si les pieds sont loin devant, ça va vous faire glisser dans la chaise. L'assise doit être plus courte que les cuisses, sinon vous n'atteignez jamais le dossier. Comme le poids est sur les autres fesses, vous avez intérêt à avoir une chaise qui est un peu souple. Et vous voulez avant tout que votre ceinture soit soutenue par le support lombaire. D'ailleurs, vous regarderez que depuis tout à l'heure, je vous cause comme ça, hein, parce que je sais que j'ai tendance à trop gigoter, donc le mur me donne un peu de stabilité. Mais qu'est-ce que je pose sur le mur? Je pose ma ceinture sur le mur. Je ne pose pas mes épaules sur le mur. Ça s'appelle dos creux. Ça s'appelle bien debout. Et finalement, ces 4 éléments-là que j'ai mis en liste à puce, c'est tout ce qu'il n'y a pas sur une chaise d'école. D'accord? Vous voyez que les enfants, ils ont tous tendance, ou ça c'est votre boulot de parent, à caler le bassin. Regardez, ça c'était Zach, mon fils. Quand je lui donnais le biberon quand il était bébé, on met un coussin, le boulot du coussin, c'est de soutenir le bassin. Et quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même soutenir son bassin dans la cuisine pendant qu'il fait des bêtises avec les carottes. Ouais. Donc, cette histoire de soutenir le bassin,
c'est vraiment le, le, le cœur du problème. Alors, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut résoudre tout ça dans les écoles? Non, souvenez-vous un peu comment ça se passe dans une école. Je ne dis pas dans votre école si vous êtes professionnel. Par contre, j'y suis pas allé. Mais dans un certain nombre d'écoles, on va dire, traditionnelles, vous rentrez dans la classe, vous voyez quoi? Vous voyez des gamins qui ont tous les pieds en l'air parce que les chaises sont trop hautes, qui n'atteignent pas le dossier parce que les chaises sont trop profondes. C'est tous des chaises en bois. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de dossier au niveau du bassin. Le dossier, il est marqué par là pour soutenir les épaules. Donc les chaises sont construites exactement à l'inverse de ce que la physiologie requiert. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce que j'aimerais bien vous apporter, c'est le regard de la santé au travail. Ce que je vous présente là, c'est le même slide que celui que je présente aux pompiers, aux instructeurs pompiers et à toutes les autres professions. C'est comment est-ce qu'on résout un problème de santé au travail. Et encore une fois, ce dont on est en train de parler, comment les enfants sont à l'école, c'est un problème de santé au travail. C'est exactement la même chose avec 20 ans de décalage ou 30 ans de décalage. Ouais. La première chose qu'il faut faire, c'est que les gens sachent un peu comment le corps fonctionne pour qu'ils soient capables de reconnaître les situations à risque. Puis une fois que vous avez reconnu un risque, comme ce que je viens de décrire à propos des chaises d'école, là, le plan d'action que vous devez dérouler, c'est toujours la même structure. La première étape, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'en arriver là. Typiquement, j'envoie pas mon gamin à l'école, comme ça il n'y a plus de problème de chef d'école. Ouais, j'ai pas dit que c'était la meilleure solution, j'ai dit intellectuellement c'est possible, il faut l'envisager. J'envoie pas mon gamin à l'école, j'ai pas de problème. Si j'ai quand même décidé de donner une éducation à mon enfant, ce que je recommande, alors ce qui est de plus efficace, c'est de parler du matériel. Est-ce que je peux ajuster le matériel existant? Est-ce que je peux le bricoler? Ou est-ce qu'il faut le renouveler? Donc là c'est l'étape, j'allais dire, la plus efficace après éviter de se retrouver dans cette situation-là. Et les trois solutions que je vous ai présentées sont les solutions que je vous présente par ordre d'investissement, par ordre de coût. Pourquoi est-ce que le matériel c'est le plus efficace? Parce que quand le matériel est en place, il va bénéficier à tout le monde. À l'inverse, si une chaise est cassée, tous ceux qui sont assis dessus vont en souffrir. Une fois que vous avez travaillé sur le matériel, votre deuxième ligne d'action, et on va y revenir tout à l'heure, c'est la question du facteur temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour promouvoir la variation posturale? Comment est-ce que vous pouvez réduire les temps d'exposition, etc., etc. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'être assis une fois 8 heures ou 16 fois 30 minutes. C'est la même durée totale, mais ce n'est pas la même durée. De même que ce n'est pas la même chose de se brosser les dents tous les samedis de 14 à 15 et de se brosser les dents 3 minutes 3 fois par jour. La durée totale est la même, mais l'efficacité est totalement différente. Et puis, ce qui marche le moins, qui est le plus difficile à faire, mais ce n'est pas une raison pour abandonner la partie, c'est de travailler sur le comportement. D'accord? Sur la posture, sur les exercices, que ce soit à l'école, au travail ou à la maison. Pourquoi c'est ce qui est le plus difficile? Parce qu'on rentre dans toutes les questions de changement d'habitude, dans toutes les questions, par conséquent, de motivation à changer, de didactique, etc. Encore une fois, il ne faut pas abandonner la partie, surtout pas avec les enfants, parce qu'il est encore temps de leur donner des bonnes habitudes, mais soyez conscients et conscientes que ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace au niveau global. Mais encore une fois, on n'abandonne pas la partie, on y va aussi. Comment est-ce que ce plan d'action se décline en matière d'école? La première chose, c'est qu'il faut travailler le matériel. Et donc, si vous voulez, dans tous les projets de rénovation, il faut se poser la question de est-ce que je peux acheter du meilleur matériel? Ça, c'est la chaise qui est vendue très couramment dans les écoles suédoises. Vous voyez qu'elle est amortie en haut et en bas. Elle n'est pas forcément parfaite, mais elle est largement mieux que beaucoup de choses qui se font. Mais vous allez me dire, c'est bien gentil Olivier, mais on n'a pas l'argent d'acheter ça dans toutes les classes, et puis en plus nos chaises, elles sont éternelles, c'est pour ça qu'on les a achetées. Donc il faut bien trouver une solution intermédiaire. Il y en a des solutions intermédiaires, regardez. Il suffit de créer des petits ateliers. Vous faites un atelier menuiserie où vous fabriquez des repose-pieds pour que les enfants aient les pieds sur quelque part, et des ateliers couture pour faire des coussins pour les fesses et pour le dos. Et ce faisant, vous améliorez le confort d'assise. C'est pas parfait, mais c'est OK. Et ça, c'est valable également à la maison. Vous avez là la chaise de bébé tunée
que j'ai fait pour mon fils, c'est moche, mais ça marche. Vous voyez qu'il a un repose-pied, vous voyez qu'il a un bloc de mousse, on va appeler ça une assise, et il a le coussin lombaire que je distribue aux adultes aussi. Donc, je veux dire, là, il y en a pour, allez quoi, 80 balles de matériel, un truc comme ça, grand max. Et en organisant ces ateliers, ben, ce que vous enseignez également aux enfants, c'est des compétences de débrouiller. C'est-à-dire que même dans le monde qui les attend d'ici 20 ou 30 ans, même si tous ceux qui sont sensibles à la question font un super boulot, l'ergonomie, enfin, des conditions peu ergonomiques, il y en aura toujours. Et donc, les enfants doivent apprendre à protéger leur corps, quelles que soient les conditions. Là, on commence le boulot. Et puis, si vous êtes designer, il y a quand même un truc à faire. Vous connaissez un designer. On peut faire une chaise en éléments séparés. On a un châssis d'une part, un repose-pied d'autre part, et une espèce de combo assise-dossier réglable d'autre part. Et vous débrouillez pour que repose-pied d'une part, assise-dossier d'autre part, soit clipsable sur les chaises existantes. Et comme ça, on peut mettre des éléments séparés pour améliorer les chaises existantes. Et quand on les met loin, ben on les remplace par, on rajoute le châssis et on a une vraie chaise. D'accord? Donc là, il y a un tout simple projet de design et d'architecture à faire. Et plus on est de fous, plus on rit, plus on trouvera des bonnes solutions. Donc ça, c'est la première étape, c'est matériel. Et comme je vous ai dit, la deuxième puce, c'est hyper facile à mettre en place dès demain. Vous décidez de faire ça au retour des vacances de février et ça sera tout bon. Deuxième chose, puisque je vous ai dit, après le matériel, c'est la question organisationnelle, la question du temps. Votre objectif en tant qu'enseignant devrait être que les enfants ne soient jamais assis plus que 25 minutes d'affilée. Parce qu'au bout de 25 minutes, on a un phénomène de compression qui commence à se produire dans le bas du dos. Chez tout le monde, même bien assis. D'accord? Donc, objectif, pas assis plus que 25% d'affilée. Ça, c'est l'organisation de votre cours. Mais à côté de ça, il faudrait vous coordonner avec les collègues pour vous assurer que l'objectif journée, c'est d'avoir un équilibre 50-50 entre debout et assis. Ouais? Donc, pas de session assis qui dure plus que 25 minutes et debout 50% de la journée. Et puis, on va quand même avoir du mal à éviter la problématique du poids des cartables. L'objectif, pas plus que 10% du poids de l'enfant. Au-delà, ça déforme la démarche. Ouais, ça c'est l'organisation. Ensuite, je descends d'un cran dans ma hiérarchie de plan d'action. Et puis, on parle sur le comportement. Et là, je vais être un peu provocant, mais que vous soyez parent ou adulte, la première question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que vous-même vous faites pour être exemplaire. Ouais, vaste sujet. Mais les enfants vous imitent. Si vous-même, vous avez une posture qui, appelons ça, laisse à désirer, il ne faut pas vous étonner que les enfants également. Deuxième chose qu'il faut se poser comme question, c'est comment est-ce qu'on parle de posture? Je vous ai parlé de mon crocodile, je vous ai parlé d'être assis sur les os des fesses. Est-ce qu'une seule fois, je vous ai dit de vous tenir droit? Jamais de la vie. Et ça fait partie des 3 big, en anglais on dit misconceptions, des trois gros dogmes sur la question posturale. Tiens-toi droit, ça cambre le dos. D'accord? Je vous ai montré l'impact de cambrer le dos sur les vertèbres. Ça tape cartilage sur cartilage, ça contracte les muscles, et en plus ça crée aussi des cendres d'organes quand on s'est combiné avec du port de charge. Donc tiens-toi droit, c'est un truc qu'il ne faut pas raconter aux enfants. Recule les épaules, c'est un autre truc qu'il ne faut pas raconter aux enfants. C'est pour ça que les correcteurs de posture, c'est n'importe quoi. Recule les épaules, regardez, ça fait ça, et vous n'avez qu'à mettre la main sur la nuque pour voir que votre trapèze supérieur, il est tout contracté. Vous n'aurez jamais mal du fait d'une nuque trop relaxe. Votre objectif, c'est d'avoir la nuque relaxe, pas contractée. Donc un truc qui vous contracte le trapèze supérieur, vous le dégagez. Et puis, troisième gros dogme, qui intervient un peu plus tard dans la carrière souvent, c'est cette histoire que plier les genoux, c'est bien pour porter. Regardez ce type-là. Est-ce que ça ressemble à un dos qui va bien? Qu'est-ce qui va se passer quand ce mec se lève avec une boîte qui, là pour la photo, elle était vide. Mais si cette boîte-là fait 25 kg, le gars, il lui laisse ses genoux, son dos, sa nuque. Donc, vous voyez que plier les genoux ne va pas résoudre tous les problèmes de port de charge. Ce n'est pas la règle universelle. Donc là, vous avez les 3
fausse certitude, dogme, appelez ça comme vous voulez, qu'il faut arrêter d'enseigner à l'école. En tant qu'enseignant, mais également en tant que parent, vous pouvez également apprendre quelques exercices simples à intégrer à votre cours. Je vais vous en montrer un quand on a fini là d'ici 5 minutes. Mais en tant que professeur d'éducation physique, vous pouvez également travailler sur des exercices spécifiques de renforcement ici, d'étirement là, etc., qui permettent de contrebalancer les effets soit de la croissance, qui n'est pas forcément, j'allais dire, linéaire partout, soit de ce qu'on sait de la vie des jeunes quand même, c'est que malgré tout, ils sont trop assis et que malgré tout, ils sont trop sur l'écran. D'accord? Ça, c'est l'étape 3. Et puis, l'étape 4, c'est de se dire, bon, bah ok, puisque ça a bien marché pour les dents, comment est-ce qu'on fait pour harmoniser les pratiques entre l'école et la maison? Et ça, c'est ce qu'il y a certainement de plus difficile, c'est-à-dire qu'à effort donné, c'est ce qu'il y a de moins efficace. Mais il faut quand même le faire. On a pu le faire sur des dizaines d'années pour les dents, on peut le faire pour le dos aussi. Juste une remarque sur la question des écrans. Aujourd'hui, que vous soyez en France ou que vous soyez en Suisse, vous avez un cadre légal pour protéger les adultes qui travaillent sur l'écran toute la journée. Je n'ai pas dit que le cadre légal est toujours bien respecté, j'ai dit que le législateur avait quand même pris le temps de poser un cadre légal. L'ordonnance de la loi sur le travail, la directive MST, machin, tout ça, c'est des trucs en Suisse qui permettent de protéger les adultes qui travaillent sur l'écran. Dites-moi, c'est quoi l'équivalent pour les enfants? Que dalle, il n'y a rien. Comment est-ce que vous expliquez qu'on se donne le temps, la peine de protéger les corps des adultes et que face au même danger, on fasse strictement rien sur les enfants? C'est pas normal. Donc, si vous voulez, en attendant que le cadre législatif évolue, si j'aimerais bien qu'il y ait un député qui nous écoute ici pour faire bouger un petit peu les lignes, mais à terme, si vous voulez, j'aimerais quand même bien que le cadre législatif évolue. En tout cas, ça veut dire qu'il ne faudrait jamais introduire l'informatique à l'école sans se poser des questions d'ergonomie et de posture. C'est-à-dire de comment est-ce que les enfants sont assis quand ils utilisent les écrans, pendant combien de temps ils les utilisent, et qu'est-ce qu'on leur apprend en matière de posture, etc. Ouais. Je veux juste vous faire une toute petite remarque sur les questions de temps d'écran. Ça, c'est un petit peu mes recommandations en matière de temps d'écran. Vous voyez que je suis hyper strict et plus strict que l'Organisation mondiale de la santé. À mon sens, les enfants ne devraient pas être sur l'écran avant 5 ans. Ouais. Et ensuite, si vous voulez, ce qu'on a observé chez les adultes, c'est que au-delà de 6 heures par jour sur ordinateur de bureau, le risque de développer des troubles musculo-squelettiques augmente de façon exponentielle. Donc c'est ça la raison du plateau à partir de 18 ans. C'est de la science de cow-boy, hein, c'est pas de la science exacte. Ceci dit, c'est de la science de cow-boy dans le sens de la protection. C'est-à-dire que c'est probablement un peu conservateur. Mais si vous vous y collez, ça devrait bien se passer. J'ai par ailleurs mis une limite à 2 heures pour les enfants de 12 ans, parce que là, c'est plus au niveau psychologique. D'autres études ont observé que les enfants de 12 ans qui passent plus que 2 heures sur écran ont plus tendance à développer des troubles addictifs. Donc vous voyez, ça c'est moins de la mécanique, c'est plus de la psychologie. C'est pour ça que je vous dis c'est la science de cow-boy, c'est que je mets sur le même temps des trucs qui n'ont rien à voir. Mais au final, ça garantit un cadre de protection qui est probablement plus efficace que beaucoup de pratiques aujourd'hui. Puis les deux autres courbes, c'est vous dire, si vous utilisez un ordinateur portable, du fait du manque d'ergonomie, vous divisez tout par 3, et si c'est tablette smartphone, vous divisez tout par 6. C'est-à-dire que 1 minute sur le smartphone équivaut à 6 minutes sur l'ordinateur de bureau. Ouais. Ce que vous pouvez faire comme exercice tout simple, c'est que vous regardez vos temps d'écran respectifs. Vous prenez le calculateur du temps d'écran de votre téléphone portable, vous multipliez votre temps de portable de smartphone par 6, vous rajoutez 3 fois votre temps de laptop, vous rajoutez 1 fois votre temps d'ordinateur de bureau, et vous comparez ça à 360 minutes par jour. Vous risquez de vous faire peur. D'accord? Et ça participe aussi à l'exemplarité, c'est-à-dire que je vois beaucoup de parents qui me disent comment je peux faire parce que mes enfants ils sont toujours sur écran, machin, etc. Moi je les invite au resto, ils passent leur repas sur leur téléphone. Pose-toi les bonnes questions. Commencez par vous poser la question de l'exemplarité. Bon, j'en arrive à la conclusion et ensuite on cause tous ensemble. Aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment sur un terrain vierge. Il reste tout à faire et notre boulot
il est d'essayer de se rassembler, en tout cas avec ceux qui veulent. Caroline est ici, elle a rejoint le mouvement. On essaye, si vous voulez, de mettre en place, appelons ça un réseau ou un écosystème, comme vous voulez, de gens qui veulent mettre en place des choses dans les écoles à leur échelle, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient directeurs, directrices d'établissement ou qu'ils soient parents d'élèves. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'être sur un cycle très simple où on essaie de créer une boule de neige. On met en place des choses, on les médiatise et on met en place une plateforme de partage des bonnes pratiques et tout ça s'auto-alimente. Et donc, si vous voulez, s'il y a peut-être une chose que j'aimerais que vous gardiez en tête suite à ce soir, hormis les histoires de caler le bassin, c'est simplement de la mécanique, c'est que je suis à la recherche, et Caroline est à la recherche également, de gens qui sont volontaires pour nous rejoindre et puis petit à petit aider à mettre en place des choses ensemble, sans autre volonté que celle de sauver le dos de nos enfants. Voilà, vous avez ici toutes les coordonnées pour me retrouver. Si ce sujet a su vous intéresser, il est développé en détail dans mon bouquin. Et puis maintenant, je suis à votre disposition pour animer la discussion. C'est une excellente question. Et puis ce que j'aimerais faire, c'est en profiter pour répondre de façon un petit peu globale à ces questions sur comment est-ce qu'on regarde la posture pour telle ou telle activité. Ça m'emmène à vous si vous voulez, finalement, ce que j'ai pas détaillé ce soir et que je présente normalement tout le temps, c'est le cadre universel qui permet de déterminer ce que c'est qu'une bonne posture et une mauvaise posture. Ce cadre universel, je vous en ai présenté un tout petit morceau. Je vous ai dit, il y a, en fait, si vous voulez, il y a la règle 1, c'est tout ce qui est dos, la règle 2, c'est tout ce qui est nuque. Et puis la règle 3, c'est toutes ces constructions posturales. Donc on va analyser la question de l'écriture au travers du prisme de ces 3 règles, et puis on va réfléchir ensemble à ce qui est une bonne solution. Règle 1, elle dit quoi? Elle dit ce que je vous ai dit, vous ne voulez pas que le dos soit rond, vous ne voulez pas qu'il soit creux non plus. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que règle 1, c'est vous ne voulez pas que le dos soit tordu non plus. Tordu, ça peut être tordu par le bas, là vous voyez, je mets plus de poids sur un pied que sur l'autre. Tordu par le milieu, je mets une jambe dessus où j'ai un gros portefeuille dans la poche arrière. Tordu qui sera plus pertinent pour votre question, c'est tordu par le haut, posé sur le coude, ou tordu en termes de rotation. D'accord? Pourquoi? Parce que le dos tordu, quelle est l'image générale de la scoliose, hein? Vous voyez, il fait ça. Donc il fait comme un dos creux, mais d'un côté plutôt que de l'autre. Il met le poids sur les cartilages et puis il contracte le muscle. Donc la règle 1, elle dit, écoutez, votre enfant là, qui écrit, vous allez commencer par lui passer la main dans le dos pour voir si par hasard il n'y a pas le crocodile qui sort. Ça serait dos rond. Vous allez vérifier qu'il n'a pas le dos creux, vous allez vérifier qu'il n'a pas le dos tordu. Ou en tout cas, que vous minimisez l'étendue du problème. D'accord? La deuxième règle vous dit, cet enfant-là, il souffrira jamais, et vous non plus d'ailleurs, d'avoir la nuque trop relaxe. De quoi souffre la nuque? La nuque souffre de ce que vous faites avec votre tête et de ce que vous faites avec vos coudes. Il y a 5 facteurs de tête qu'il faut apprendre à reconnaître, 4 facteurs de coude. Les 5 facteurs de tête sont extension, regardez en l'air comme ça. Et regarder en l'air, ça veut aussi dire, regardez, ça veut dire si je me pose sur mes avant-bras et que je regarde mon écran, je suis en train de regarder en l'air. D'accord? Donc extension, je cherche à éviter. Je cherche à éviter tête devant, ouais, ce qu'on a décrit dans le phénomène de bavachissement, mais qui, plus tard, à mon âge, apparaît avec la presbytie. Ce qu'on cherche aussi à éviter, c'est nuque qui fléchit plus que 20 degrés. D'accord? Ça, c'est ce que vous avez quand vous êtes sur votre téléphone portable. J'ai bien parlé de la nuque qui fléchit pas de la ligne du regard. Oui, en théorie, je peux avoir le regard qui descend très bas en utilisant beaucoup mes yeux. Mais en pratique, beaucoup de gens vont moins utiliser les yeux, plus la nuque, et le résultat, ça va être ça. Donc ça, c'est le 3e facteur de nuque. 4e facteur de nuque, ça. 5e facteur de nuque, ça. D'accord? Donc ça, c'est les 5 facteurs de nuque que je cherche à éviter. Les 4 facteurs de coude que je cherche à éviter. Vos bras, en fait, ils sont confortables. Là, 0,20 degrés sur le côté.
puis là, 0,20 degrés devant. Donc, ce que vous voulez éviter, c'est plus que 20 degrés vers l'avant, plus que 20 degrés sur le côté, ou tirer vers l'arrière, c'est mon histoire de recul des épaules, ou monter vers l'avant, ce qui est l'histoire de poser sur ses côtes. Et donc, votre enfant scripteur, il faut l'analyser au travers de ces 3, pour résumer, appelons ça dos pourri, et 9 sources de contraintes dans la nuque. Et là, c'est là où vous avez besoin de la règle 3 qui dit « Oh mon Dieu, on fait comment tout ça ?» On fait ça en séparant les problèmes. La première chose, c'est que votre enfant soit bien assis. D'accord? Donc, support lombaire calé, machin, etc., etc., etc. Et puis, ensuite, si vous voulez, l'objectif de l'ergonomie, c'est toujours d'amener les outils à l'enfant ou à l'adulte et pas l'adulte aux enfants. Je vous donne un exemple parce que je suis sur mon clavier. Si mon clavier il reste là, c'est moi qui vais vers mon clavier. Ça, c'est pas ergonomique. L'ergonomie, c'est le clavier qui vient à moi. C'est la souris qui vient à moi. Bon, bah, vous remplacez ça par un stylo et une feuille. En plus, moi, je suis gaucher, alors ça va pas simplifier les choses. Mais vous essayez. Le mec, il a rien pour lui. Hein. Si vous voulez, si vous prenez les choses, moi, je vais avoir un mal de chien à avoir la feuille droite devant moi. Vous voyez, parce que ça casse énormément mon poignet et je pars là. Donc là, vous connaissez un ergonome en dos tordu. Ouais. Donc, si vous ne voulez pas que l'ergonome il ait le dos tordu, bah, d'une certaine façon, pour qu'il soit à l'aise, il va être obligé d'avoir la feuille un peu comme ça. Et là, je suis dans la position où j'ai le moins de contraintes. Donc, il faut vraiment partir de un type, un enfant, un adulte, une fille, ce que vous voulez, qui est assis confortablement et qui fait des mouvements de main confortables avec sa tête confortable. Et vous vous rendez compte que quand vous mettez un stylo au bout de ses doigts et une feuille sous son papier, on se retrouve plus ou moins dans ce sens-là. Il y a un truc qui pourrait minimiser la flexion de la nuque, mais oubliez dans une école, peut-être que dans une école ça peut arriver, c'est d'avoir une légère inclinaison du papier. Quand vous avez la nuque, enfin, quand vous avez une surface horizontale, la nuque a tendance à fléchir, et quand la surface est un peu inclinée, la nuque fléchit moins. Par contre, il faut surveiller si ça n'a pas une influence sur la déviation du poignet. Vous voyez, si ça commence à tordre les poignets, ça va d'une part augmenter la pression au niveau du canal carpien, d'autre part créer la tension ici au niveau du coude. Donc si vous faites quoi que ce soit avec le papier, votre objectif il est de garder le poignet droit comme ça et comme ça, pas de le faire partir dans tous les sens. Donc vous pouvez incliner un peu, mais vous voyez que si vous commencez à incliner beaucoup, on a le poignet qui casse, et là on a incliné trop. Donc si vous voulez, moi ce que je fais tout le temps, c'est que je pars d'un type, et comme ça, je dis vas-y, écris confortablement avec tous tes trucs neutres, et dessous, je place le papier, et une fois que le papier il est placé là, je dis bah, comment ce papier il peut tenir contre la gravité, bah, avec un porte-document. Donc vous voyez, on construit depuis la personne vers les outils, vers le bureau ou ce qui permet de soutenir papier et crayon sur le bureau. Est-ce que ça fait sens ce que je vous raconte? Regardez, ce qu'on va faire. On refait le truc de se mettre sur les mains. Et puis, vous vous avachissez. Alors, là, je vais vous faire rentrer dans les détails de la machine. C'est important quand vous essayez d'enseigner la posture à quelqu'un, de toujours lui montrer une extrême, l'autre extrême, pour qu'il trouve le milieu. Vous voyez, je vous fais toujours essayer, avachis-toi, creuse, comprends les conséquences de l'un, comprends les conséquences de l'autre, va au milieu. Et donc, gardez ça en tête, qu'on n'essaye pas d'aller au juste, on essaye de faire faux pour retrouver le milieu. Donc faisons ça. On se met sur les mains, vous vous avachissez, puis vous passez sur les ischions, vous allez trop loin dos creux, et vous revenez sur les ischions. Là, vous vérifiez que vous n'avez pas le crocodile dans le bas du dos. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que, donc là, on vient de respecter règles 1A et 1B, d'accord? Pas dos avachi, pas dos creux. Maintenant, on va respecter règle 1C qui n'est pas dos tordu. C'est que vous allez mettre trop de poids sur un ischion, sur un os des fesses, trop de poids sur l'autre os des fesses, puis vous allez vous stabiliser au milieu 50-50. Et quand vous êtes sur vos deux ischions 50-50, maintenant vous imaginez que vous n'avez plus le droit de bouger le bassin. Il est bloqué là. Ça, c'est sa position neutre. Il bouge ni d'un degré, ni d'un millimètre, ni d'un rien. Et là, essayez de croiser les jambes.
Vous n'y arrivez pas. Ouais. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que pour croiser la jambe, il va falloir faire deux choses. D'une part, il va falloir fermer la hanche, c'est-à-dire faire de la place. Et pour fermer la hanche, il va falloir vous avachir un peu. D'autre part, il va falloir vous tordre. Donc en fait, pourquoi est-ce que croiser les jambes, c'est pas physiologique? C'est que ça vous emmène en dos rond et tordu, c'est-à-dire ça double-tue vos disques. Ouais. Ça, c'est la réponse au travers du prisme des rêves. Maintenant, on peut quand même se poser la question de ouais, mais pourquoi je suis plus confortable? Il y a plusieurs raisons. Je pense qu'on peut en citer deux grandes familles. La première raison, c'est que vous voyez, si vous croisez les jambes sans trop vous poser de questions, bien sûr qu'après je peux rééquilibrer. Bien sûr que je peux rééquilibrer. Mais si je ne me pose pas trop de questions et que je croise les jambes, je mets plus de poids sur une fesse que sur l'autre, en l'occurrence sur ma fesse droite. Et donc, si vous voulez, ça va enfoncer ma fesse droite dans le siège. Et ça va bloquer mon bassin, ça va le stabiliser. Vous voyez, ça l'enterre. Donc, j'ai tendance à croiser les jambes sur tous les sièges où je vais glisser. Je vais glisser, par exemple, parce que le siège est trop haut, je ne touche pas les pieds par terre, j'ai tendance à glisser. Mais par contre, me mettre sur un os m'enfonce un peu, ça me stabilise un peu. Je vais aussi avoir tendance à glisser sur un siège, par exemple, en cuir ou en cuir un peu usé, ou si, quand on parle d'âme, c'est un facteur important, vous êtes dans des habits qui sont un petit peu satinés comme ça, qui ont tendance à glisser un petit peu. Donc, le sentiment de glisser dans la chaise, c'est une première source potentielle de croiser les jambes. La deuxième source potentielle, c'est le besoin de bouger. Et si vous voulez, là, on rentre dans la logique que je vous ai présentée avec le mec qui était autour de la vertèbre, là, qui alternait entre les postures pourries. Vous avez besoin de bouger, ok, mais c'est précisément le moment où, j'allais dire, il faut régler ça à la Jésus, lève-toi et marche. Ouais. C'est-à-dire que ça vous apporte pas du mouvement au sens de ce dont votre corps a besoin. Oui, vous en avez marre d'être assise, mais la réponse, elle n'est pas là, elle est là. Et puis, la troisième raison contre laquelle il est difficile de vraiment faire quelque chose, c'est simplement la mauvaise habitude. Si vous voulez changer ses postures, c'est toujours inconfortable au début. Parce que le cerveau n'a pas l'habitude et parce que les muscles n'ont pas l'habitude non plus. Il y a quand même une astuce que vous pouvez utiliser, deux astuces que vous pouvez utiliser. Je passe juste un instant derrière la caméra pour vous montrer quelque chose. La première chose que vous pouvez utiliser, si vous avez tendance à glisser sur votre chaise, vous pouvez utiliser un petit morceau d'un truc comme ça. Bon, là, il est énorme, hein, il faut qu'il soit plus petit que ça, mais vous voyez à peu près cette taille-là. Ouais. Puis vous le mettez sous vos fesses, c'est de l'antidérapant, et là, vous ne glissez plus dans la chaise. Donc la première famille d'excuses, elle a disparu. Ouais. La deuxième chose que vous pouvez faire, je vous ai montré, c'est assez inconfortable de faire ça parce que ça ferme la hanche. On peut aggraver le truc. C'est-à-dire que si j'ai vraiment envie de vous empêcher de vous croiser les jambes, je vous fais asseoir 2 cm plus bas, c'est-à-dire à la limite de trop bas. Mais là, quand vous êtes assise un peu plus bas, ça devient vraiment l'enfer de croiser les jambes. Et oubliez, vous n'allez plus le faire. Donc ça, c'est un peu la solution méchante, brutale, pour vous donner, pour vous aider à changer vos habitudes. On peut toutes les passer en revue si vous voulez et faire un petit peu d'impact mécanique. Mais si vous voulez, grosso modo, mettons ça comme ça. On a le même problème ensuite dans les crèches chez les adultes. Être assis sur le sol, c'est pas hyper physiologique. Je vais vous montrer pourquoi, mais on a vite tendance à passer en rond. Je vais à nouveau changer un petit peu le setup, éloigner la caméra pour que vous puissiez bien voir, mais on va faire un peu de vite. J'imagine que là, vous devriez bientôt voir le sol. Ouais, ça va le faire. Regardez. Si je suis assis par terre, ce que vous allez rapidement voir, c'est que mon dos s'arrondit. Ouais. Si je fais le test du crocodile, là j'ai le dos qui est tout rond. Pour limiter un peu le phénomène, rapprocher les jambes, c'est une chose, parce que si vous voulez, plus il y a de poids devant, plus j'ai besoin de mettre du poids derrière pour compenser. Donc là, j'ai le dos qui est très rond, là, il est un peu moins rond, d'autant que je peux m'accrocher aux jambes. Ceci dit, ça ne sera jamais aussi bien
que si je réussis à trouver un mur comme je vous montrais avec la photo de Zach. Puis malgré tout, là, ce que vous voyez comme souci, c'est que là, on rentre en fait dans ce qui est règle 4 de la posture. C'est que vous voyez, ma hanche, elle est très fermée là. Le simple fait d'être assis par terre m'oblige à avoir la hanche fermée. Et comme cette hanche est fermée, bah, il y a une pression importante qui est dans la hanche. Et cette pression importante, c'est elle qui amène le bassin à compenser. Donc, si vous voulez, le simple fait d'être assis par terre, c'est pas top. Et chaque centimètre gagné vers le haut est un bon centimètre. Donc, si vous voulez, il faudrait. Ma première recommandation, si on parle dans mon plan d'action au niveau technique, c'est de privilégier toutes les alternatives qui permettent de remonter un peu les fesses de l'enfant. Être assis sur une micro-chaise, c'est mieux qu'être assis sur un pouf, c'est mieux qu'être assis par terre. Ouais. Donc, essayez de travailler sur les centimètres. Ensuite, deuxième famille de postures, et puis je n'ai pas préparé la réponse à cette question, donc j'y vais en live. S'il y a d'autres postures qui vous viennent en tête, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Il y aurait toutes les postures où je suis agenouillé comme ça. Là, l'impact, il est un petit peu différent. Vous voyez, je peux avoir le dos parfaitement plat. Par contre, j'ai maintenant une pression importante dans les genoux, tant du fait de l'angle de mes genoux que de la pression du sol sur la rotule. La pression du sol, ça peut se travailler. Ça reste pas idéal, hein, mais ça peut se travailler en ayant un truc souple dessous. Vous voyez, typiquement, vous prenez des tapis de gym ou des petits coussins, etc. Puis vous apprenez aux enfants à ne pas être sur le parquet avec les rotules, mais plutôt sur quelque chose d'un petit peu souple. Et puis cet angle-là, il peut aussi se limiter un peu. Bougez pas, je prends juste un petit coussin pour vous montrer. Vous voyez, si je mets un ou deux coussins entre mes talons et mes fesses, ben j'ai les genoux qui sont un petit peu moins fermés. Donc tout ça sont des façons de réduire les deux problèmes que j'ai créés avec cette posture-là. Vous avez également mentionné l'histoire d'être allongé. Je vois principalement deux façons d'être allongé, mais dites-moi si je me gourre. Façon 1, allongé comme ça, ben ça s'appelle dos creux. Ouais, attendez, à vous voyez. Ça c'est dos creux. D'accord, je suis en train de casser les lombaires. Et puis, donc ça, j'allais dire, j'organiserai pas une séance de lecture où tous les enfants sont sur le ventre comme ça, typiquement. Et là, comme je suis maintenant, ça s'appelle dos tordu. Et ça s'appelle nuque contractée. Vous voyez que je pose sur mon bras, donc j'ai la nuque contractée. Donc si vous voulez, ça, c'est pas des positions absolument idéales. J'ai pas assez de coussins aujourd'hui pour vous montrer ça dans mon bureau, mais on peut imaginer parfois des solutions un petit peu intermédiaires où vous réussissez à vous soutenir tout du long de la colonne vertébrale pour être semi-allongé. Mais honnêtement, c'est pas facile quand vous avez une classe de 20. Donc, si vous voulez, ce que je vous dirais, c'est que à chaque fois que vous choisissez une famille de postures, essayez de minimiser le problème. Typiquement, si je suis allongé sur le ventre, je vous ai montré dos creux, sauf que si je mets un oreiller sous mon bassin, j'ai le dos déjà vachement moins creux. Donc là, typiquement, je suis dans une meilleure position que là. Donc vous voyez, la logique, elle est essayer de travailler sur tout ce que vous pouvez. Quand vous avez reconnu un risque, genou, bas du dos, nuque, machin, travailler sur des coussins, des solutions matérielles, ça pour réduire le problème. Puis, finalement, la posture optimisée, elle ne sera jamais optimum, et c'est ça qui définit la durée maximale. Et donc, si vous voulez, moi, ce que j'essaierai de faire, c'est de minimiser ce que vous créez comme contrainte posturale, au sens de dire, allez, maintenant, on fait une méditation d'une demi-heure sur le ventre. Tranquille, fixez pas le temps. Ouais. Si vous fixez la posture, fixez pas le temps, laissez les enfants se lever et alterner les postures en fonction de ce que eux trouvent confortable. Et puis par ailleurs, quand vous observez qu'un enfant n'a pas une super posture et que lui naturellement a tendance à y rester longtemps, là, intervenez pour lui proposer de changer. Ah, j'ai fait les calculs l'autre fois. Celle-ci, elle fonctionne avec des enfants, c'est fonction des pays, hein, mais j'ai fait un calcul qu'à partir de 7 ans, ça joue. Il y a une chaise, mais qui est plus pour les environnements de maison,
qui s'appelle Rovo Buggy, ROVO, et puis Buggy comme un buggy de GY. Mais c'est pas réaliste de l'avoir dans une école, c'est une chaise de bureau pour les enfants. Je vois pas comment elle pourrait atterrir dans une école. Et c'est pour ça que, très honnêtement, euh, quand je faisais un appel au designer tout à l'heure, c'est pas une blague. On a vraiment besoin de développer des produits un petit peu spécifiques qui sont à la fois abordables et confortables. Et en attendant, on a besoin d'apprendre à bricoler. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'armoires pleines de coussins. C'est que le bricolage va commencer. Vous achetez n'importe quelle chaise de gamin actuelle, vous collez 2 coussins dessus, elle est déjà vachement mieux. Sur ces chaises-là, sur les chaises qui sont complètement vides, on a un peu un problème, c'est que c'est difficile de faire tenir quelque chose. Mais je pense que sur toutes les chaises à la maison et puis sur toutes les chaises, il faut passer un truc comme ça. Ça s'appelle un coussin lombaire. Le petit, le mien, il a 16 mois. Ça, c'est un coussin d'adulte, mais honnêtement, ça l'améliore beaucoup dans ça aussi. Donc, quand tu veux faire du tuning, grosso modo, tu fais ça et tu es déjà vachement mieux. Et puis ensuite, pour travailler sur la question du repose-pied, on prend n'importe quel bloc en bois ou n'importe quel bloc en plastique tant qu'il est plat et horizontal. Un bouquin, même, n'importe quoi. Donc l'idée, c'est que tu amortis les fesses, tu soutiens le dos. Et puis si tu n'as pas un truc compliqué comme ça, tu plies ton coussin en deux là, tu le mets là, et ça le fait parfaitement. La seule chose, c'est qu'effectivement, ici, il y a quand même besoin de s'accrocher sur quelque chose. Et ces chaises, sans rien jusqu'à cette hauteur-là, ben, on a du mal à les sauver quand même. Hein. On a du mal à les sauver. C'est là où il faut quand même bricoler quelque chose. Vous me faites penser à un truc. Quand je vous donnais tout à l'heure les facteurs de risque 1, 3, 6, desktop, laptop et puis smartphone, c'était dans des conditions d'ergonomie égales. Smartphone sur le canapé, c'est pas x6, c'est x15, x18, fois je sais pas combien. Donc, ça, c'est la première remarque. Deuxième chose. Aujourd'hui, vous aurez un mal de chien à trouver un canapé qui n'est ni trop bas ni trop profond. Ouais. L'impact de trop bas, c'est ce qu'on a vu là, ça ferme la hanche. Et comme ça ferme la hanche, bah, pour protéger l'articulation, vous avez tendance à partir derrière. Et puis trop profond, bah, ça fait comme vous êtes loin du dossier, bah, vous partez là. Ouais. Ça, c'est la première chose. Vous allez avoir un mal de chien à trouver ça. Maintenant, ça se travaille. C'est-à-dire qu'un canapé qui est trop bas, je ne sais pas si les conjoints vont apprécier ce que je raconte, mais vous le mettez sur des bouts de bois plus ou moins jolis et il est plus haut. D'accord? Donc vous prenez des jolis tasseaux et puis vous rehaussez votre canapé de 5 ou 10 ou 15 cm et vous n'avez plus de canapé trop bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le canapé trop profond, il se résout par une deuxième couche de coussin, simplement. Mais les coussins ferment, etc. Ça, c'est la première chose. On va venir sur les positions maintenant. Je pense qu'en matière de position, c'est important de discuter de est-ce que incliner le dos est une source de détente. Vous voyez, quand vous êtes debout, bah, du fait de la gravité, c'est là, enfin debout, appelons ça la verticale, c'est là où vous avez le maximum de pression sur les vertèbres. Okay, quand je suis allongé, il n'y a pas de poids, donc, enfin, il y a beaucoup moins de poids, donc c'est là où j'ai le moins de pression sur les vertèbres. Donc on pourrait imaginer un continuum de pression max à de moins en moins de pression. Donc on pourrait imaginer que quand vous êtes à 45 degrés sur votre canapé, vous avez moins de pression dans le dos que quand vous êtes assis ou assise. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas parce que il y a, si vous voulez, ce continuum, il est exact, mais il va supposer d'une part que vous soyez toujours soutenu au niveau du bas du dos, et puis d'autre part, regardez, quand il n'y a rien derrière votre tête, qu'est-ce qui tient votre tête? Ben, c'est ces muscles-là. Donc vous vous retrouvez comme ça, dans ce qui est une position tête devant, encore plus si vous êtes sur un laptop ou un smartphone, et la tête devant, c'est la mère de tous les maux de nuque, maux d'épaule, migraines et compagnie. Donc la position, on va dire, inclinée, ne vaut que si vous avez un moyen de soutenir la tête, c'est-à-dire un appui-tête là. Donc ça veut dire quand même un dossier de canapé qui monte vachement haut. Hein. Et puis par ailleurs, vous regardez où sont mes bras là. Mes bras, ils sont derrière moi.
Donc en fait, si je veux faire quelque chose devant, du type aller chercher mon clavier ou n'importe quoi d'autre, il faut que je ramène mes bras depuis là jusque. Donc en fait, pour cette raison-là aussi, ça c'est ce que je disais sur les bras trop devant. Pour cette raison-là, la position inclinée, c'est une position qui est OK tant que je fais rien avec mes yeux et tant que je fais rien avec mes mains. Ce qui exclut le smartphone. Ouais. Il nous reste quoi dans tout ça? Très honnêtement, moi, ce que je fais quand je suis sur le canapé et que mon objectif c'est de me reposer, c'est que je m'allonge sur le dos avec un petit oreiller pour soutenir la tête, et puis je mets les genoux sur la coudoir, ce qui simule, vous savez, cet étirement du dos où vous prenez les genoux comme ça, et puis voilà quoi. Je regarde donc vers le plafond avec les hanches et les genoux à l'équerre. C'est un peu la seule position de relaxation vraiment relaxante au niveau physiologique que j'ai trouvé. Par contre, c'est pas vraiment compatible avec regarder la télé à moins que vous les débrancher au plafond. L'autre solution, c'est de ne pas construire votre salon autour du canapé, mais autour de sièges individuels que vous mettez. Il y a par exemple le siège d'IKEA, celui qui s'appelle Pohang. Il n'est pas si mal que ça en termes de relaxation. Et puis, à côté de votre canapé, vous mettez 2 Pohang. Et puis, c'est plutôt sur les Pohang que vous cherchez à vous relaxer en compensant les angles avec des coussins pour corriger l'angle que vous souhaitez donner à votre colonne vertébrale. Donc, Pohang plus repose-pied, ça c'est pas mal. Le repose-pied de Pohang. Celle qui est sous ma fesse, c'est une chaise qui s'appelle, c'est une marque suédoise qui s'appelle Kinaps. K-I-2-N-A-R-P-S. Et celle-là, c'est plus suite. Mais il y a d'autres marques de chaises qui sont bien. Vous pouvez aller chercher chez Dauphin, comme un Dauphin. Vous pouvez aller chercher chez Steelcase, ils ont des bonnes choses aussi. S-T-E-E-L-K-C-A-S-E. Mais de façon générale, si vous voulez, ma recommandation principale, elle est n'achetez jamais une chaise sans poser vos fesses dessus. Alors que c'est mon métier, même moi, je me fais piéger sur catalogue. Parce que sur catalogue, d'une part, vous ne pouvez pas voir les dimensions. Ah, elle a l'air pas trop profonde. Tu parles, elle a l'air pas trop profonde, qu'est-ce qu'on sait. Et puis, d'autre part, il y a des choses qu'on ne voit pas sur catalogue. L'autre fois, il y avait un client qui me disait ouais, j'ai acheté une chaise super ajustable, elle est géniale, je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas contents, machin, etc. Je ne comprenais pas non plus. Je me suis assis dessus. Waouh, le cadre du dossier en plastique était mal foutu et il créait des points de pression tout le long de la ceinture ici. Vous avez des points de pression à l'endroit où vous êtes censé tenir votre bassin, c'est perdu, la chaise ne sert à rien. Et ça, vous ne pouvez pas vous en rendre compte sur catalogue. Donc si vous voulez, dans un monde idéal, c'est ce que je fais avec les gens qui ne vont pas bien à l'AI, on met les chaises à l'essai pendant une quinzaine de jours. En tout cas, à minima, quand vous achetez une chaise pour vous, allez l'essayer au magasin. Et je peux déjà vous dire que, en termes de chaises ergonomiques, machin, etc., j'en ai pas trouvé une seule chez Ikea qui tienne la route. Les bureaux électriques d'Ikea, par contre, sont tout à fait décents. D'accord, ils sont raisonnablement chers. Je viens d'en commander un pour quelqu'un de lui. Ceux-là, ils tiennent parfaitement la route, vous pouvez y aller. Correct. Faisons ensemble le truc des extrêmes et vous allez comprendre tout ça. Vous mettez sur votre chaise, loin du dossier, vous mettez vos pieds devant, comme dans le canapé, et vous voyez que le dos s'avachit. Maintenant, vous mettez vos pieds dessous, comme sur la chaise que vous décrivez. Faites gaffe à ne pas tomber. Et puis, vous observez ce qui se passe. Ouais, vous creusez le dos. Et puis, en fonction des modèles, c'est pas tout. Il y en a qui appuient ici sur les tibias, mais il y en a d'autres qui appuient éventuellement sur les rotules. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chaises? Il y a en fait l'observation que dans les bureaux, les gens souffrent d'être avachis. Et il y a un malin qui s'est dit ah, mais très bien, s'ils sont avachis, moi je vais corriger le problème. Je vais leur mettre les pieds sous les fesses, et comme ça, ils creusent, ils avachissent plus. Eh, super, tu as remplacé un problème par un autre. Tu as balancé les gens d'une extrême à l'autre au lieu de les emmener au juste milieu. Et d'ailleurs, avec tout le respect pour les collègues qui les prescrivent, c'est souvent le même problème avec les coussins d'assise. Vous savez, les coussins triangulaires. Si votre assise est comme ça, votre dos part aussi par là. Et à l'inverse, une assise qui serait dans l'autre sens part en dos rond. Donc, si vous voulez,
Dans une posture physiologique, vos talons, s'ils sont ni là, ni là, ils sont où? Ils sont sous vos genoux. Ouais. Vous avez une petite marge de manœuvre, 5-6 cm devant, mais grosso modo, c'est ça. Et les chaises soi-disant ergonomiques, kneeling chair, là, c'est un truc qui déchaîne les passions. C'est la vidéo de YouTube sur laquelle je me suis fait le plus insulter, celle-là. Mais c'est pas du tout ergonomique. Volontiers. D'une part, j'aimerais vous remercier à nouveau d'avoir consacré une partie de cette soirée à cette thématique. Notre temps est ce qu'on a de plus précieux. Donc, merci infiniment. J'espère avoir, d'une part, pu soulever votre intérêt, d'autre part, avoir pu vous montrer que si la problématique est complexe, il y a un certain nombre de solutions simples qu'on peut quand même aller chercher. Et donc qu'il n'y a pas nécessairement besoin de désespérer par rapport à ce problème-là. D'autant que, souvenez-vous de ce qui a été fait avec les dents, le chemin n'a pas été linéaire, mais on y est arrivé. Par contre, ce qui est absolument clair, c'est que personne n'a jamais changé quelque chose seul. Donc, si vous voulez, mon objectif principal de ces démarches où je prends mon bâton de pèlerin, c'est vraiment de créer des vocations et puis que ce soit dans votre coin ou ensemble de préférence, qu'on fasse notre possible pour partager les bonnes idées. On est vraiment dans un domaine où il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de l'intelligence collective, il n'y a que du travailler ensemble pour le mieux-être de la prochaine génération.